Un grand salut à mesdames et un grand salut à mesdemoiselles, et encore que je vous dis qu'on ne dit plus tellement mesdemoiselles, un grand salut à mesdames et un salut à messieurs. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Hors antenne, on se disait, mais dis donc, tu commences à être une racine dans cette télévision. Je crois être à ma 10e année, mais bon, on fait comme on peut. Et ce soir, j'ai justement, c'est ça l'occasion d'avoir de la distance, je suis intéressé à ce ce dont on avait discuté en 2021 au mois de mai. Et nous avions discuté à l'aube de la fête des mères et des pères des souffrances parentales. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion cette fois-là, en 2022, de parler de celle des enfants. Est-ce que aimer son enfant, ça doit être automatique? Est-ce que c'est un mythe, la maman doudou, le papa gâteau? Est-ce que c'est une réalité systématique? Y a-t-il des enfants qui souffrent du désamour de leurs parents, soit parce que ce désamour est réel, soit parce qu'ils le ressentent? Ils se disent, je ne suis pas aimé, je suis moins aimé, c'est moi que maman préfère X, pas moi, etc. Toutes ces questions-là, nous allons les aborder à nouveau à l'aube de ces belles fêtes des pères et des mères avec vous au 05 96 71 27 07, mais aussi avec deux invités. La première, c'est Rosette Jean-Louis. Bonsoir Rosette. Bonsoir. Vous avez dû voir dans la bande-annonce qu'elle apparaît comme grand témoin. Elle nous parlera de son expérience. Et puis, nous avons la chance d'avoir Marilyn Patol-Marim. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Fred. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne depuis de très très longues années, on ne va pas le dire, hein, parce que ça va trop nous dévoiler, vous et moi. Mais en tout cas, merci d'être là avec nous. Vous en avez certainement à nous dire de votre pratique et puis de ce que vous savez, de ce qu'un enfant peut ressentir lorsqu'il est mal aimé ou lorsqu'il se sent mal aimé. Et vous pouvez aussi nous donner votre témoignage, votre avis sur ce qui se dit, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. La règle, c'est qu'on se respecte les uns les autres, on respecte la parole de l'autre, c'est essentiel. Nous allons commencer, je vous disais, avec Rosette, parce que le sujet de l'émission, c'est, je le rappelle, enfants mal aimés et souffrance des enfants mal aimés de leurs parents. Rosette Jean-Louis, à nouveau bonsoir. Si je vous demande de commencer, c'est parce que je vous ai toujours connu comme quelqu'un qui, de ce côté-là, en avait souffert. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, nous témoigner, nous dire, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de réel quand on dit qu'on peut ne pas être aimé par sa maman ou son papa? Oui, ce sont des choses qui arrivent, hein, au-delà du schéma, au-delà de tout ce qui est beau concernant les mamans, les enfants, que nous respectons. Oui, il y a des enfants qui sont aimés, qui sont choyés, mais il y a d'autres enfants par rapport à un parcours de vie, par rapport des fois à une erreur faite, tout de suite, ça déclenche... la maman ne réagit pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'elle fait des reproches, parce que le qu'en dira-t-on, parce que dans la famille... Cette fois-là, c'est le jeu qui va compter. Est-ce que vous, comment votre expérience avec vos parents, comment s'est-elle passée? Comment vous a-t-elle permis de grandir? Comment ça s'est passé? Alors moi, je vais vous dire franchement, j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai été conçue par ma mère. Elle n'existait pas, votre maman? Oui, j'ai été conçue par ma mère. Elle habitait à côté de chez ma grand-mère. Mais depuis l'âge de 11 jours, c'est ma grand-mère qui me gardait parce que ma mère travaillait. Et je dormais avec ma grand-mère sur le même lit. Toute l'affection, ce que je suis devenue aujourd'hui, je le dois à ma grand-mère. En fait... c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire. Non, rien n'est dur. Ma mère, c'est ma génitrice, quoi. Elle m'a conçue, mais toute la partie, toute l'éducation, tout l'amour, toute l'expérience, tous les repères, toutes les valeurs, elles ont été données par ma grand-mère. Et votre mère, vous disiez, habitait à côté? Oui, juste à côté.
Et alors, vous aviez 2 mamans dans votre tête? Oui, j'avais ma maman et ma grand-mère, mais je considérais plus ma grand-mère comme ma maman, parce que je me confiais plus facilement tous mes petits chagrins, parce que il faut savoir que depuis l'école, ça commence très tôt, quand on est à l'école, où on a des petits copains, des petites copines qui nous font des misères, on va le soir, c'est la grand-mère qui est là, et c'est la grand-mère qui vous protège. Quoi. Voilà, et c'est elle qui va nous apprendre à nous créer cette carapace devant, quelle que soit la difficulté. Quoi. Quand vous dites nous, vous étiez plusieurs enfants? Ah oui, c'est-à-dire que je suis fille unique. Fille unique, à la base, d'accord. je suis fille unique, mais j'ai eu des tantes. C'est-à-dire qu'on habitait toute la famille, on habitait dans le même carré. Et j'ai eu 7 cousines. J'étais la seule, j'étais fille. Est-ce que vous avez souffert de cette distance, parce qu'en même temps, c'était une proximité, puisque vous dites qu'elle habitait juste à côté. Oui. Est-ce que vous avez souffert de ça, du fait qu'elle soit si près et qu'elle soit inatteignable pour vous? Oui, c'est-à-dire que je la voyais. Bon, j'allais vers elle, je la voyais, je l'appelais maman, mais je ne ressentais pas le besoin, en fait. Je n'avais pas en face cet amour que moi j'attendais. Alors justement, donc c'est mon titi qui était là et c'est vrai que bon, on vous dira que ma mère elle travaillait. Oui, mais quand on sort du travail, on a une relation quand même de proximité avec son enfant. Ça c'est ce qui devrait. C'est ce qui devrait. Mais c'est ce qui vous a manqué. C'est ce qui m'a manqué. C'est ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence et même en tant que femme. Parce que les gens sont persuadés que lorsqu'on est une adulte, on n'a pas besoin de l'affection maternelle ou paternelle. C'est totalement faux. Donc on apprend à vivre avec ça. Les circonstances de la vie font qu'on se coupe de sa famille parce que on a eu un enfant n'étant pas marié, donc on prend l'enfant, mais on vous envoie en France. Vous êtes confronté. Vous êtes revenu sur un on et j'aurais préféré que vous utilisiez le jeu. Oui, je pars. Je suis confrontée à la dure réalité de la vie à 17 ans. C'est quand même c'est difficile parce que il y a des choses que l'on découvre. Là, on est dans la vraie vie. Et là, il y a une cassure qui se fait parce qu'entre-temps, ma grand-mère, elle est morte. Oui. Et quand elle est morte, est-ce que votre mère a pris la place qu'elle aurait dû? Non, parce que comme j'étais enceinte, on m'a mise chez une dame. Ma mère m'a placée. Ma mère m'a placée chez une dame à Saint-Joseph. Oui. Donc, beaucoup de panique. Je panique. Je suis toute seule. Vous aviez 17 ans à l'époque. Tout à fait. Comme on dit chez nous, un terme qui va toujours un peu étonner, vous êtes tombée enceinte. Ah oui, c'est moi qui vous l'ai dit une fois. Oui, je suis tombée enceinte. Voilà. Comme tu es la honte de la famille. Si on tombe enceinte vraiment ou on devient... c'est une expression que j'entends de gens quand même. Enceinte, oui, on est tombé enceinte. Vous dites que une fois cette grossesse un peu précoce, déclarée, oui. Votre mère, évidemment, elle prend pas le relais puisque mamie est décédée. Et en fait, elle vous place, parce qu'on est la honte de la famille. D'accord. On fait pas ce genre de choses-là. Donc c'est ce qu'elle vous disait? Oui, on n'est pas mariés. Je suis la honte. D'accord. J'ai jeté l'opprobre sur la famille, quoi. Et vous avez suivi ces injonctions de vous séparer? Ah non, c'est-à-dire que je n'ai rien eu à faire. J'ai obtempéré, elle a contacté. Cette dame s'occupait de ma grand-mère qui était mourante. Eh ben, il y a eu un deal qui s'est fait. Je te donnerai tant par mois. Elle sera chez toi jusqu'à l'accouchement. Et puis, après l'accouchement, je pensais réintégrer... la maison maternelle, entre guillemets. Eh ben non, mon beau-père, il a dit, pas question. Je me suis retrouvée chez une... Enfin, c'est un cercle, voilà. Et de souffrance en souffrance. Et puis... donc, je n'ai pas eu... une fois que... C'est-à-dire que ma vie a basculé quand ma grand-mère est morte. Oui, oui. Je me suis dit, waouh, je fais quoi? Mon titi, il n'est plus là. Avec ma maman, qui s'est mariée, parce que c'est pas mariée à mon père, elle était divorcée. Donc vous étiez un enfant du divorce déjà? Ah oui, parce que quand on divorce, on fait pas un enfant comme ça. Donc
avant que mon père ne Vous quitte... êtes né avant le mariage de vos parents? Ah non, non, non. Non, je suis née... Vous êtes conçus de leur union et ils se sont séparés. Tout à fait. Donc, en fait, je suis l'enfant du divorce. D'accord. Donc, vous avez un petit peu... C'est une double peine, quoi. Ça. Voilà. Je n'ai pas connu mon père. Vous me dites quand même que vous étiez l'enfant du divorce. On ne naît pas... on ne fait pas un enfant seul. Vous avez un papa, quand même. Oui, mais que je n'ai pas connu, parce qu'il est parti, j'avais 18 mois. D'accord. Très bien. Donc, en fait, tout retombait sur mamie, quoi. Sur mon titi, qui était là. Ouais. Elle était là, elle m'entourait, elle m'encadrait, elle me reprenait quand il fallait. Attention, c'était pas une petite mamie comme les mamies de maintenant Question qu'on ne pose peut-être pas par pudeur, mais est-ce que ça vous a fait souffrir, cette histoire? Est-ce que ce manque de maman, cette distance alors, maternelle? c'est une souffrance qui est permanente. C'est une souffrance avec laquelle on apprend à vivre. En fait, c'est notre colocataire, quoi. Et il y a certaines périodes, il y a certains événements qui font remonter les choses. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un bon mental. Il faut avoir à la base, avoir reçu quand même. Et ça, si j'ai un message à faire passer aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, profitez d'un parent, que ce soit votre grand-mère, votre tante, une cousine, il faut connaître ça. Parce qu'après, lorsque ce genre d'épreuve arrive, si on n'est pas bien, si on n'a pas reçu à la base l'amour qu'il fallait, si on n'a pas un fort tempérament aussi, parce que je suis passée quand même par des phases de découragement où j'ai franchi le pas vers le suicide. Donc ça, c'est une autre étape aussi. Mais on se remet. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut se dire que le bout du tunnel n'est pas loin et qu'on n'est pas là seul dans ce cas. Et vous pensez que ça aide à vivre, ça, le fait de se dire oui, bon, on n'est pas toute seule on est dans l'isolement. Oui, non, mais comme je dis encore, chaque personne réagit à sa manière à la douleur et à la souffrance. J'ai eu cette chance. D'être résiliente, en fait. Et comme je suis une femme de défi, j'ai souffert, mais j'ai voulu montrer quand même qu'à travers mes souffrances, je vais réaliser mes rêves. Entre-temps, quand même, vous avez eu un enfant, puisque vous parlez à 17 ans. Oui, vous en avez eu j'ai 3 enfants. 3 enfants. J'ai 3 enfants. Alors, 3 enfants avec un modèle maternel qui est quand même celui de mamie. Oui, alors là... Comment ça se passe avec eux lorsque j'ai eu, pour reprendre mon expression, quand je suis tombée enceinte... Quand vous êtes tombée enceinte, donc vous ne désiriez pas il était dans mon ventre, mais je l'aimais. Je me suis dit, wow, voilà l'enfant qui va m'aider à traverser cette souffrance. Et je vais lui donner beaucoup d'amour. Ça n'a pas duré longtemps, puisqu'après 2 mois, je me suis retrouvée à faire la servante en France. Donc on vous a séparé de votre enfant. Exactement. Très bien, on va arrêter là pour l'instant, parce que je vois que Marilyn est en train de se dire comment cela peut se passer, mais ça se passe, puisque j'imagine, Marilyn, que des histoires comme celle-là, vous en connaissez beaucoup. Comment cela peut-il se passer ? Ces situations, ces histoires. C'est-à-dire que dans l'histoire de Rosette, c'est Rosette, oui. L'histoire de Rosette, il y a tellement d'éléments et on voit plein d'histoires derrière cela qui se condensent. Et c'est bien qu'elle puisse dire comment jusqu'à maintenant, elle peut être parfois aux prises avec, j'ai presque envie de dire, un passé qui ne passe pas. L'amour, c'est pas automatique en fait, c'est ce que ça m'inspire. C'est un bel idéal que nous avons. L'amour n'est pas automatique, l'amour est ambivalent. Il y a parfois de la colère dans l'amour, de la haine dans l'amour. L'amour, on ne peut pas aimer ses enfants de la même façon. Il y a toutes sortes d'histoires de vie et de tragédies qui font que, il y a des répétitions dans la vie. Non, c'est ce que votre histoire m'inspire, c'est que l'amour n'est pas automatique. Alors, je ne vais pas dire les mères, on va dire les parents, parce que ça peut venir aussi. Bien sûr, parce que je parlais du papa gâteau et du maman doudou. Voilà, papa gâteau et maman doudou, c'est grand mythe des bons pères et des bonnes mères.
Alors, on va parler des parents, puisqu'il ne faut pas fixer non plus sur les mamans. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur les mamans. Mais l'amour n'est pas automatique. Il y a le mythe, comme vous disiez, de la mère parfaite, cet instinct maternel. Oui, l'instinct maternel. Je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, il se construit. Ça, c'est clair qu'un enfant construit sa mère. D'accord. Et parfois, il y a dans ces rencontres primordiales quelque chose qui ne matche pas entre la mère et l'enfant, pour toutes sortes de raisons. Dans votre histoire, c'était une maman peut-être délaissée avec un papa, donc elle vous a déposé, elle travaillait, ce sont des choses qu'on a souvent entendues, mais la rencontre avec l'enfant n'est pas automatique non plus. Le bébé crée sa mère, c'est pas seulement la mère qui fait le bébé crée sa mère. Et parfois, ce bébé-là, il peut être, c'est terrible à dire, décevant par rapport aux attentes que la mère avait de son enfant, par rapport aux projections qu'elle en avait, par rapport au mandat qu'elle se met dans sa tête. Faudra qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Faut pas qu'il ressemble à la tante un tel ou à l'oncle un tel. Et rappelez-vous comment autrefois, dans notre histoire, on regardait même sur le visage de l'enfant, sur le phénotype, à qui ressemblera-t-il sur le bout des doigts, le lobe des oreilles? Faut pas qu'il soit... Voilà. Donc, on a toutes sortes d'attentes. Pas qu'il soit trop noir. Si on voit qu'il y a quelque chose de brun dans les voilà. oreilles, c'est pas papaye. Voilà. Avec des doutes toujours sur la paternité. Oui, et Dieu seul sait que notre imaginaire créole nous a souvent envoyé la phrase fameuse ou toujours savent ça qui maman ou pas. Maman si ou papa peut-être. Voilà, maman si ou papa peut-être. Mais voilà, c'est une rencontre qui se crée au fil du temps. Et vous imaginez une maman, prenons le cas d'une simple maman qui se retrouve devant son bébé et qui peut connaître des défaillances parce que il y avait un célèbre texte, Fred, que vous devez connaître. Il y a, combien il disait 10 raisons pour une maman de haïr son bébé. C'est Winnicott qui disait ça. Ce bébé qui pleure, qui fait caca, qui crie, on ne sait pas interpréter. C'est pas toutes les mamans qui savent interpréter les pleurs du bébé. Et les mamans peuvent se sentir souvent très démunies devant un bébé. Et donc, il y a à ce moment-là un bébé qui peut tomber dans les failles de la désespérance de sa mère. Et effectivement, quelque chose de l'accordage entre mère et enfant ne se fait pas. Donc, c'est vraiment une rencontre au fil du temps. Et quand on parle de l'amour, être aimé ou pas être aimé, là encore, voilà, qu'est-ce que c'est qu'aimer ? J'ai envie de vous dire, nous en avons tous chacun notre définition. On aurait tendance à demander aux mères un amour absolu, inconditionnel. Je n'ai pas encore vu que ça existe. Oui, nous aimerions tous avoir cet amour inconditionnel. On fera tout pour nos enfants, mais l'enfant peut nous vexer, nous fâcher, nous décevoir de la même façon que nous pouvons décevoir nos enfants. Et Marilyn, il arrive aussi que, d'ailleurs, les parents disent « Moi, mais tout est chemin, et pourtant, dans la fratrie, il y en aura toujours un qui dira « Il m'aime moins, il ne m'aime pas, il préfère... » C'est-à-dire qu'on aime tous nos enfants, mais on ne les aime pas de la même façon. On a beau dire, on n'élève pas nos enfants de la même façon, parce qu'ils sont des êtres différents, qui nous renvoient à des subjectivités différentes. C'est très important d'entendre ça. Oui, et qu'on ne les aime pas de la même façon. Il y a des choses qu'on va partager avec l'un, qu'on ne partagera pas avec l'autre. Il y a des complicités qu'on aura avec l'un, qu'on n'aura pas avec l'autre. Mais voilà... Mais est-ce que ça ne crée pas des désamours ? Parce que lorsque ça crée du côté de l'interprétation de l'enfant, parce que l'enfant peut traduire en sentiment de moindre intensité ce qui est en fait une différence. Et tout le malentendu souvent vient de là. Et oui, il y a des enfants qui vont dire, mais papa ou maman préfère mon frère ou ma sœur. Il suffira d'une chose. Et puis, n'oublions pas, quand un enfant est l'aîné dans une famille, l'aîné, il est le roi du royaume au départ. Tout est pour lui. Et puis après, on lui dit qu'il faut partager le royaume avec un autre prince ou une autre princesse qui arrive. Et qui parfois, certains enfants sont plus séducteurs que d'autres. Ils vont être plus souriants, d'autres vont être plus renfermés. Donc, il y a une infinité de petits détails qui peuvent créer un bon accordage parents, enfants ou mère, enfant ou pas. Et puis, voilà, c'est quelque chose, c'est une broderie qu'on fait tout au long de sa vie. Vous êtes en train de casser des évidences dans nos vies, parce que, d'ailleurs, c'est peut-être construit, c'est ce qui construit ces grandes fêtes des mères, fêtes des pères. On a toujours l'impression que une maman, forcément, elle est forcément aimante, un papa aussi, puisque d'ailleurs, c'est comme ça. Alors qu'on peut, vous dites, se retrouver dans des configurations totalement différentes avec des enfants, des mamans ou des papas qui puissent ne pas aimer leurs enfants.
Oui, qu'ils puissent ne pas se retrouver devant. C'est normal. Enfin, quand je dis c'est normal. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Ça arrive. On peut ne pas se reconnaître dans un enfant. Il y a quelque chose, voilà, qui. Et du coup, c'est terrible parce que ce sont souvent des mamans fragiles, il faut le dire, hein, avec des failles dépressives, des choses qui, je dirais, qui se répètent. Et dans cette répétition, il y a quelque chose qui va figer l'enfant, qui va le clore dans cette douleur maternelle aussi. Alors après, il a des résiliences, il rencontre des tuteurs de résilience. Rien n'est figé, heureusement pour la vie, c'est pas automatique. Mais quand ça reste trop longtemps, dans cette espèce de détachement, de distanciation mère-enfant, ça peut créer des dépressions à vie. Et il y a toujours un enfant dans l'adulte. Et comment y échapper justement à ce risque-là? Parce que vous et moi, dans nos pratiques, on a des patients qui vont certainement nous dire qu'ils sont dans ces souffrances-là de parents qui ne les aiment pas, qui consultent d'ailleurs souvent dans des postures extrêmement dépressives. Mais est-ce qu'on peut sortir de ça? Puisque c'est ça, et c'est ce qui doit intéresser nous, les spectateurs. Est-ce qu'on sort de ça, de ce sentiment, cette impression ou de ce fait de désamour? Sortir, alors c'est un bien grand mot. Je dis qu'on apprend à vivre avec. Parce que quand on a manqué de cet amour au départ, ce n'est pas réparable. D'accord. Maintenant, on apprend à vivre avec. Là, c'est cash, ce que vous êtes en train de nous dire. Là, c'est cash. Hein. On apprend à vivre avec, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas heureux. La tentation sera peut-être après de chercher dans le lien amoureux ce qui pourrait réparer, reconstruire, et c'est aussi une grande erreur, parce qu'on ne peut pas demander à un autre d'être le tout. Entre le parent et l'enfant au départ, entre la mère et l'enfant, c'est un tout. La mère est un tout pour l'enfant. L'enfant, pendant un moment, est un tout pour la mère. D'ailleurs, le père se sent parfois exclu. Absolument. Et la tentation serait grande de chercher effectivement dans un lien amoureux ce qui pourrait venir combler cette faille, je dirais, de l'origine. Mais il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre. Et j'ai presque envie de faire un parallèle avec notre histoire, parce que nous aussi, nous sommes issus d'une histoire où on a été coupés des mamans d'origine. Oui. Et qu'on n'est pas un peuple fou, enfin, je crois pas. Pas trop. Pas trop, ça va encore. Pas trop, ça va encore. Donc, si on tombe sur des tuteurs de résilience, on tient le coup. Maintenant, il y a toujours au fond du cœur, je suis sûre que Rosette va être d'accord avec nous, quelque chose de l'ordre d'une nostalgie, de manque à être ou de manque à avoir ou de manque à devenir. Oui. Et on essaye simplement de ne pas le transmettre à notre tour à nos enfants. Voilà, parce qu'en fait, si j'ai demandé à Rosette d'être notre grand témoin, c'est parce que j'avais gardé ce souvenir lors de nos rencontres à l'époque dans d'autres espaces de cette souffrance qu'elle m'avait révélée. Je me suis dit, tiens, c'est la bonne personne pour notre émission, donc, et qui corrobore bien le fait que ça passe pas comme ça, quoi. Il faut vivre avec. Ah oui, on vit avec. Et vivre avec, c'est comment pour vous, Rosette? Déjà, vous occupez de vos enfants. Il y a des jours avec, et puis il y a des jours sans. Il suffit, par exemple, qu'un événement comme la fête des mères, par exemple, ça. Que je n'aime pas. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Je l'aimais quand j'étais plus petite. Déjà à l'école, on nous apprenait à faire dans le plâtre, à faire de beaux trucs pour nos mamans et tout. On nous apprenait une belle récitation. Et à qui vous remettiez ce cadeau? À ma grand-mère. À votre grand-mère. C'est vrai que peut-être que les gens ne comprendront pas, mais on va toujours vers la personne qui nous donne l'amour. Cette personne qui est allée, il suffit de rien. Il suffit qu'on ait un petit souci et qu'on dise, tu sais, ce matin, j'ai eu telle chose. Ah, j'ai pas le temps, ou bien on ne ressent pas l'intéressement. On va, comme disait madame, on va vers la personne qui sait prendre le temps de nous écouter, de nous réconforter. Et c'est vrai que je me dis des fois, mais tu vas mourir un jour, tu ne vas jamais connaître le sentiment, tu ne vas jamais connaître cette complicité qu'ont les enfants
Mais c'est vrai que quand je regarde certaines femmes, certaines filles avec leur maman, que ce soit dans un magasin ou ailleurs, je me dis, elles en ont de la chance. Même si tout n'est pas toujours rose. Hein. Je côtoie des gens qui me disent, ouais, avec ma maman, c'est électrique. Mais la maman, elle a ce petit moment qu'elle prend avec son enfant, avec ses enfants. Et ça, je ne pense pas que je vais connaître ça. Et j'ai même une fois, il y a un de mes enfants qui m'a dit, tu es en train de rechercher quelque chose que tu n'auras jamais. Et faisait allusion à quoi? À ma maman. Elle m'a dit, mais saisis-toi un petit peu. Tu recherches quelque chose que tu n'auras jamais. Et je pense qu'on s'était vu c'était après l'accident de mon fils, oui. Où vous m'aviez dit, Fred, mais vous êtes, écoute, tu as une génitrice, mais la maman que tu recherches, tu ne l'as pas. Elle est morte, surtout. Et c'est vrai, elle habite en haut, je suis en bas, mais on n'a pas... me prendre dans ses bras, non. Moi, aller vers elle, non. Vous confessez à elle certainement pas? Non, jamais. Jamais. On va revenir tout à l'heure, parce que là, c'est l'heure de nos téléspectateurs, ils commencent à nous appeler. On va revenir sur cette injonction sociétale d'une maman et d'un papa, parce que on a presque l'impression, et je voudrais bien vous entendre là-dessus, Marilyn, que lorsqu'on n'est pas dans ce cadre-là, on est zarbi un peu, bizarre, quoi. Si on n'a pas une maman qui vous aime ou un papa qui vous aime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être même dans vous. Et ce sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver lorsque on est face à ce désamour. Peut-être suis-je un mauvais enfant si je ne suis pas aimé. Mais on va y aller tout de suite après. Je sens que vous allez pouvoir me répondre. Mais d'abord, au 71 27 07, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Votre prénom? Mon prénom, c'est Jocelyne. Jocelyne, soyez la bienvenue. Vous en appelez de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane? Je vous appelle de Guadeloupe. Oui, Guadeloupe, soyez la bienvenue. J'aurais une question. Que se passe-t-il lorsque 10 jours après la naissance d'un enfant, oui, la maman devient elle-même orpheline, c'est-à-dire qu'elle perd sa propre mère? Est-ce que l'enfant peut sentir la tristesse de cette mère et en souffrir quelque part après toute sa vie, ressentir quelque chose de pas vraiment défini par la maman, mais en tout cas, est-ce que l'enfant peut ressentir cette tristesse? d'accord. L'amour qui ne peut pas être donné, non pas en faisant le reproche à sa maman, mais l'enfant ressent l'amour qu'il a manqué de quelque chose. C'est votre histoire, Jocelyne? C'est un peu vous faites allusion à votre histoire ou vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé? Oui, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Ah oui. Et dans sa vie d'adulte, qui s'interroge toujours parce qu'il n'a pas les réponses. D'accord. De la maman qui a tout vécu ce questionnement-là. Bon, je vous remercie. Très bien, Jocelyne, merci. Vous pouvez raccrocher. On va demander à Marilyn de nous répondre à cette question aussi précise. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jocelyne sur ce cas? Je dirais que oui, un enfant va ressentir parce que quand une femme accouche, elle cesse d'être la fille de sa mère pour devenir la mère de son enfant. Mais il y a un lien qui est un continuum de la grand-mère à la mère et en allant par l'enfant. Donc, imaginons qu'une femme qui vient d'accoucher, perde ce lien qui l'accroche aux générations d'avant. Si sa relation avec sa mère était une relation de qualité, une relation contenante, elle peut tomber dans un gouffre. Elle n'a plus d'accroche parce que, d'ailleurs, on dit bien que la seule femme à qui une femme confierait son enfant les yeux fermés, c'est à sa propre mère. Une femme règle par l'enfantement ses comptes avec sa propre mère et avec sa propre histoire. Donc, quand elle n'a plus cet autre bout de la chaîne, il y en a qui tombent dans une vraie mélancolie. Et cette mélancolie va forcément impacter son attitude et son maternage, son portage du bébé. Une maman qui ne regarde pas son bébé, qui est triste, qui pleure, et un bébé qui est désespéré à rechercher dans le regard de sa mère
quelque chose du vivant, de l'ordre du vivant. Et donc oui, ce sont des choses très, très archaïques, je dirais, très profondes, qui peuvent rester, se déposer, se sédimenter au sein de l'enfant, rester à bas bruit pendant des années, et puis un jour éclater, on ne sait pas pourquoi. Et il faut remonter parfois, quand on fait l'anamnèse de ces familles, remonter dans le lien et trouver qu'il y a eu une dépression maternelle précoce, due à un deuil, et effectivement quelque chose qui se rejaillira après dans le lien mère-enfant. Ça peut donner des bébés agités, des bébés qu'une mère n'arrive pas à calmer parce qu'elle est elle-même trop mal et qu'elle-même a besoin d'être consolée. Donc oui, bien sûr qu'il y a un impact quand une mère se retrouve endeuillée au moment où elle-même donne la vie. Vous imaginez, dans son fantasme, dans ses représentations, vie et mort sont mêlées. Donc, et à chaque anniversaire de l'enfant revient le souvenir d'une mère morte. Et elle porte en elle une mère morte avec quelque chose de froid. Ça peut donner ce qu'on appelle les dépressions blanches, où les mamans ne pleurent pas, mais elles sont vides, elles sont désaffectées, elles sont inertes. Et quand donc, vous dites désaffectées, elles sont sans affect, quoi. Oui, sans affect. Et puis surtout sans renvoyer une maman devant un bébé. Le visage est parlant. Elle joue, elle rit, elle sourit. Le bébé interagit. Imaginez une maman qui est dans l'incapacité d'interagir parce qu'elle est trop mal. Alors bien sûr, ça crée ça désorganise quelque chose dans la construction de cet enfant. Et ça peut créer évidemment des conditions de désamour chez l'enfant, ou au moins d'un sentiment. C'est-à-dire, du moins, l'enfant peut croire qu'il n'est pas aimé, parce que l'amour de la mère, il est là, certainement enfoui, et il faut aller la réveiller, cette mère-là. Donc, si elle a autour d'elle du soutien, des liens, des contenants, un père aussi, c'est le rôle des pères aussi, de soutenir la mère à ce moment-là, quelque chose va se renouer petit à petit, des mots pourront être mis dessus, mais parfois, il faut les aider à mettre ces mots dessus. Et oui, nous avons parfois des situations où des femmes ramènent en disant « mais j'ai perdu ma maman un mois avant ou un mois après ». En tout cas, autour de l'accouchement, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Mais ce qui m'amène à vous poser cette question sur l'injonction, parce qu'on a le sentiment que lorsqu'on a un enfant, quand on a enfanté, on est en droit, voire en devoir de l'aimer. C'est ça que la société, et c'est fondé, vous me le disiez en préparant l'émission, sur parfois des préceptes totalement religieux. On ne peut pas imaginer qu'on ne puisse pas aimer son enfant. Donc on se dit, de toute façon, moi, mais tout y chouette. Oui, ce sont des attendus de la société, des valeurs éducatives, religieuses, morales, philosophiques, tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai dit tout à l'heure il peut y avoir de la haine dans l'amour, ça existe, l'amour parfait n'existe pas. Toute mère peut être sauvage. Oui. Quand on attaque son enfant, on ne la reconnaît plus, ce n'est plus quelqu'un de civilisé aussi. Donc il y a de toute façon dans l'amour une zone d'ombre dans laquelle c'est pas évident. Parfois quand l'enfant nous déçoit et qu'on tombe dans une colère, sur le coup, l'enfant va penser « mais maman ne m'aime plus » et il a toujours besoin de vérifier. L'enfant a toujours besoin de vérifier qu'on l'aime. Et plus une mère est fatiguée, plus l'enfant peut être pénible parfois parce qu'il voit que sa mère est fatiguée, qu'elle est usée, et il a besoin de vérifier quelque chose de cette mère. Donc il va aller parfois jusqu'à l'attaquer, juste pour vérifier si elle est solide. Et nous avons beaucoup d'enfants très agités, très perturbés, qui vont comme ça attaquer le système maternel tout le temps. Le système parental, je dis maternel, par rapidité, je dirais. Non, bien sûr. Mais juste pour vérifier qu'il tient debout et que ça fonctionne, que la mère est encore vivante quelque part. Il vient ranimer la mère. Par rapport à cette injonction, vous étiez en train de me dire, qu'est-ce que je ne supporte pas la fête des mères? Est-ce que vous êtes la fête des mères, c'est dans 3-4 jours. Oui, mais vivement que ça prenne fin dimanche soir. Vivement lundi, quoi. Oui, oui, parce que... je fêtais la fête des... C'est moment doudou, c'est... Oui, et puis... sans compter l'aspect commercial. L'inconvénient aussi, c'est que lorsque vous avez des parents qui sont dans une religion qui ne fête pas, c'est un peu compliqué. Oui. C'est votre cas. Bah oui, ni fête des mères, ni anniversaire, ni jour de l'an. Donc, et puis on entend... Moi, RCI, enfin, la radio, elle est en mode... Après les nouvelles, j'éteins. Oui.
La télé, le soir, on va montrer tout ce qui est toutes les commercial belles autour de... cérémonies. Eh ben, je vais Vous n'êtes pas regarder. dedans. Ça Je vais zapper. Je vais regarder autre chose. Pourquoi ça ici. vous dérange, Rosette? Ben, parce que je n'ai pas connu de fête des mamans avec ma maman. Donc, je ne vois pas pourquoi. C'est peut-être bête, hein, les gens vont dire ouais, mais je ne vois pas l'importance pour moi de non, je n'aime pas. Je sais que le sujet est bien grave, mais n'hésitez pas à nous appeler au 71 27 07. C'est vrai que c'est un sujet bien grave, Oui. Bien tendu, mais n'hésitez pas, un peu comme Jocelyne, à nous donner votre expérience. C'est pas un peu indécent de présenter cette bonne mère, ce bon père, auprès d'enfants qui, en silence, souffrent et disent, comme Rosette, vivement lundi. Je me rappelle, je revois effectivement les fêtes des pères ou des mères comme on les fait dans les écoles, mais en même temps, attention, les symboles sont importants. Oui. Nous sommes une société où nous avons besoin comme ça de cette mise en symbole. Et quand les enfants font un cadeau à leur mère, bon, c'est peut-être pas la mère réelle qu'ils ont, à qui ils offrent ce cadeau, mais peut-être à une mère imaginaire, leur mère idéale. Donc je crois qu'il faut leur donner aussi, leur laisser cet idéal, ce rêve. Après tout, c'est comme le Père Noël, hein, ça permet de rêver. Donc, bien sûr que les enfants qui sont en manque de mère sont tristes, les enfants dont les parents sont séparés peuvent être tristes, mais voilà, il y a toujours quelque part une personne qu'on aime à qui on aimerait peut-être offrir ce petit présent qu'il fabrique avec peu de choses et qui souvent a plus de valeur que justement ce qu'on peut acheter au niveau du commerce. Est-ce que les enfants ont accès à ces symboles? Là, j'entends bien ce que vous êtes en train de dire avec beaucoup de précision, mais est-ce que les enfants ont accès à ce symbole? C'est-à-dire, bon, ok, elle m'aime pas trop cette mère ou il m'aime pas ce père, mais je vais l'offrir à tonton puisque dans ma tête, c'est mon père. Alors, regardez, même les enfants qui subissent des maltraitances, ils gardent toujours au fond d'eux l'espoir qu'un jour, ce papa-là ou cette maman-là sera différent. Donc, ils n'ont pas accès au symbole de façon consciente, mais au fond d'eux, il y a un idéal quelque part. Et nous l'avons tous aussi, hein, cet idéal. Nous le gardons longtemps, chevillé au corps. L'idéal, bon, ben, peut-être qu'à un moment donné, la relation sera différente. Peut-être qu'il ou elle me regardera différemment. Donc, ils n'ont pas accès au symbole de façon consciente, mais il y a quelque chose malgré tout qui fait sens. Et c'est ce qui est important. C'est accessible ce sens pour tout le monde parce que on revient à la souffrance de ces enfants, celle que vous recueillez dans votre cabinet comme autant dans le mien, cette souffrance-là que Rosette a connue, elle fait sens dans leur tête. Est-ce que les personnes qui sont en manque d'amour, on va le dire comme ça, ne sont pas fixés sur ce manque, cette souffrance, et est-ce qu'on peut les accompagner à donner du sens aux choses? Vous savez, quand on pousse la porte d'un psychologue, quelque part, au bout d'un moment, Fred, vous le savez bien, on vient toujours parler de son papa et de sa maman, quelque part. Oui, souvent. Alors là, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Je reçois des personnes d'un certain âge qui viennent, qui ont envie, de se raconter, de raconter leur histoire, en disant toujours, ma maman ne m'aimait pas, mais au fil du temps, il y a quelque chose d'un lissage un petit peu des émotions, et où ils arrivent à dire, mais bon, c'était l'époque, peut-être qu'elle n'aurait pas pu, peut-être que c'était ci, peut-être que c'était ça. Ça fait sens pour eux, et il ne s'agit pas de leur dire, non, votre maman était une horreur, une catastrophe. Ça fait sens pour eux, et il faut prendre l'individu là où il est, tel qu'il est, au moment où il est. Et le laisser reconstruire ce maillage, cette histoire, même si c'est avec une mère imaginaire, voilà, sans qu'on bascule bien sûr dans la folie, mais c'est important, bien sûr que les symboles comptent. Oui. Ça va compter pour vous? Ah oui, beaucoup. Vous êtes imaginé une bonne mère, une bonne mère, avec une maman, avec qui je partage, avec qui je parle. Si je puis me permettre d'intervenir, c'est que vous avez réussi visiblement à être une superbe mère pour vos enfants. Oui. C'est bien parce qu'il y avait à l'intérieur de vous, malgré tout, vous avez intériorisé une bonne image de mère. Et c'est venu de votre grand-mère. Ah oui.
Et votre grand-mère vous a, même si ce n'était pas votre maman, même si elle a eu un rôle peut-être plus de grand-mère à un moment donné, mais vous avez intériorisé quand même une bonne représentation maternelle sur laquelle vous avez pu vous appuyer pour devenir maman. Elle me manque beaucoup. Donc, c'est ce qui rassure sur l'humain, c'est que c'est la capacité de résilience, comme elle disait elle-même tout à l'heure, cette résilience qu'on a et qu'on se dit, il suffit d'avoir quelques figures positives, favorables, et on s'en sort, sans trop de dommages. Rosette et Marilyn, je vous propose d'écouter la prochaine personne qui est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir, c'est à vous. Oui, bonsoir, mon cher Fred. Bonsoir, mon cher prénom, donc c'est... Oui, c'est Bruno. Mon cher Bruno. Oui, comment vas-tu, Fred? Ça va, je suis bien entouré, je suis bien content d'être en présence de Rosette et de ma consoeur que je vois pas assez, mais tout va bien. Tout va bien. Nous te remercions. Là, je m'exprime au nom de tes téléspectatrices et téléspectateurs de Psychose. Oui. Fred, donc nous te remercions de faire monter notre niveau intellectuel. C'est utile et puis ça concerne effectivement beaucoup de familles. Voilà, la souffrance des enfants mal aimés et de leurs parents. Voilà, alors tu vas nous donner ton point de vue. Oui, Fred, comme d'habitude. Alors juste avant, permets-moi de saluer Grégory qui m'a si bien accueilli au standard, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis le boss de la télé, Monsieur Mano Grani, voilà, sans qui rien ne serait possible. Ainsi, enfin, que tes téléspectatrices et téléspectateurs que j'ai déjà su. Et mes invités aussi, quand même, Bruno. Ah bah oui, quand même. Bonsoir. Parce que j'ai parlé de Manon, mais souviens-toi qu'à un moment donné, Fred, Zouk TV était en difficulté. Malgré mon aide, malgré mon soutien, celui de Rosette a été fondamental. Rosette est un pilier de notre télé. Merci. Ah oui, vraiment. C'est un pilier. Effectivement, on aurait du mal. Merci encore, Rosette, pour à la fois d'avoir sauvé Zouk TV, et puis... J'étais pas là seule. Et de participer à l'émission. Donc, nous sommes tous émus par votre témoignage. Ce que j'aurais aimé, Rosette, c'est que vous souriez quand même, parce que ça nous aurait fait plaisir de vous voir sourire. Bonsoir également, à Madame Patol. Bonsoir, Marilyn. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Je connais pas Bruno. Intéressant avec Fred, c'est vrai, c'est qu'à la fois à nos propos, qui sont un petit peu semblables de ce Rosette, qui parle un peu comme nous, c'est vrai, il adjoint les propos d'une spécialiste, de quelqu'un qui a des mots un peu plus scientifiques. Oui, c'est une spécialiste, il faut le reconnaître. En tout cas, dans notre profession, elle est reconnue comme telle. Alors, Bruno, par contre, toi, quel est ton point de vue sur la question, justement? Alors, mon point de vue, Fred, tu sais, tu l'as dit, c'est un sujet qui est grave et qui est relatif, si tu veux, à notre histoire, parce que là, on parle d'éducation aussi. Bon, ça a été décrit dans de nombreux ouvrages de nos spécialistes. Tu sais qu'on travaillait sur la question, Madame Lirus, Monsieur Galap, sur l'éducation, c'est du type de dressage en Martinique. C'est-à-dire, Makabatou jusqu'à ton gros béni. On parle plus d'éducation, là, on parle plutôt d'élevage, et malheureusement, on donne des cours, c'est encore de vigueur, et souvent, parents comme enfants, on se vante d'avoir donné au prix des coups dans le passé. C'était l'autorité. Alors, c'est bien notre histoire. Quand tu regardes bien fait, ainsi que Marie et Rosette, regarde bien la différence d'affection, à la fois entre les couples, puisqu'on, comme Marilyn l'a dit, l'amour n'est pas automatique, donc à la fois entre les couples antillais et les couples métropolitains. On a la différence. Quelle est-elle? Il y a plus de tendresse et de douceur de côté. Donc ça se répercute déjà au niveau des adultes. Après, regarde encore la différence même entre les rapports parents-enfants, comment on se parle, comment on se touche, comment on s'embrasse, etc., entre parents-enfants métropolitains et parents-enfants antillais. Il y a une grande différence, et malheureusement entre notre défaveur. Mais ça s'explique. Ça s'explique par notre histoire. Souviens-toi, on n'a pas la même histoire. Pendant que certains soit étaient encore en métropole, dans cette grande métropole enrichie par les ressources, les matières premières, extraites ici,
ou leurs colons qui étaient ici, dans de belles maisons, de belles habitations, qui pouvaient s'aimer librement, à plusieurs choisir leur partenaire. Nous, on devait s'aimer en cachette. Et souvent, on subissait les coups de nos maîtres. Donc, tu sais, on est que depuis 1848. Donc, l'amour, c'est nouveau pour nous. On s'aime que depuis 170 ans, Martinique. Librement. Donc, ça a pris du temps. Et ça fait que c'est vrai, ça se répercute sur nos relations humaines, notre façon de se parler, notre façon de s'aimer, de se caresser, de s'embrasser. On est moins peut-être chaleureux, moins tendre. On est peut-être plus plus sexuel, moins tendre, moins romantique, moins sentimental que d'autres pays. C'est un peu plus brut, à la fois dans le langage, dans les gestes, dans les paroles. Entre adultes et enfants. Alors, j'ajoute aussi, Fred, que malheureusement, les enfants, tu sais, dans des familles, souvent les enfants ne sont pas uniques. Alors, ça fait que les enfants qui sont préférés, ce sont souvent les derniers. Après, souvent, malheureusement, que ce soit de la part de leurs parents, mais très important ce que je vais dire, de la part de l'entourage, toute l'affection et toute l'attention sont détournées vers le dernier ou la dernière née. Ah, mais petite cheveux, on oublie l'enfant qui a côté qui est né il y a 2-3 ans. Du coup, je te dis complètement oublié. Alors là, plus de câlin, plus de bisous, on se peut plus du tout, alors peut-être même mal nourri, pour veiller à ça. Donc, c'est vraiment terrible. On a tendance à préférer les derniers. Donc, dans le cas de familles nombreuses, où la maman, malheureusement, elle n'est pas très bien formée, il n'y a pas d'école de maman, elle a vraiment du mal à aimer les premiers. Enfin, j'ajoute aussi, Fred, oui. Tu sais, maintenant, les enfants sont des enfants. Les mamans sont mères à 15 ans maintenant. 15-16 ans, c'est presque une compétition dans certains lycées. Dans certaines familles, entre cousines, l'autre avant toi, c'est la catastrophe. Elle est encore adolescente. Donc, elle n'a pas encore la maturité qu'il faut, l'expérience qu'il faut, les compétences maternelles qu'il faut. Elle n'a pas encore assez vécu pour être maman. Ça, c'est évident. Bon, le mec qui a fait ça, lui, il s'en moque. Et souvent, c'est bien de savoir qui fait, parce que bon, il y a des candidats. Enfin, je termine en disant que la maltraitance, elle revêt plusieurs formes. Mais sur nous, parce qu'on est souvent témoins ou complices de ça. Ça peut être des cris qu'on entend effectivement, ça peut être les coups violents d'une belle-mère pour son beau-fils, qui n'est pas d'elle. Mais ça peut être aussi encore plus vicieux, redoutable et latent, Marie-Line et Rosette, vous savez, les petites caresses d'un beau-père à l'égard de sa belle-fille, mal appropriées, voire plus, une sorte de pédophilie déguisée, qui est très malsaine aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est une forme de maltraitance également. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Tu as parlé de manque d'amour tout à l'heure en posant la question à Marie-Line. Donc j'ai envie de dire qu'on le compense dans toute sa vie parce qu'on le recherche malheureusement, soit en surément sa partenaire ou ses enfants, ou soit malheureusement en reproduisant ce qu'on a connu. Voilà. Donc, si on a été battu, on bat aussi. Si on a été mal aimé, on aime mal. Des fois, on aime aussi. On aime trop la personne, malheureusement. Alors, je termine, si tu le veux, oui. En souhaitant en avance, ça ne se fait pas pour la bonne année, mais on peut le faire pour la fête des mères. Une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Merci Bruno, merci de ton intervention. Merci à toi, Fred. Merci pour l'émission Psychose et merci également à tes invités, à Rosette. Merci. Merci. On a perdu. Alors, j'ai senti qu'à un moment, Marie-Line, vous souhaitiez réagir quand il a surtout parlé de notre histoire et de la brutalité un peu qu'il y a dans notre lien, dans nos interactions et qui serait peut-être aussi en lien avec nos origines. Alors, il n'a pas tort. Oui. J'aurais juste nuancé le propos en disant que dans la violence de notre histoire, en même temps, c'est l'érotisme qui nous a aidé à nous en sortir. Oui. Quelque part, c'est parce qu'il y a eu justement ce surinvestissement des corps. Des corps, absolument. Parce que nous avions des corps qui ne nous appartenaient pas et que la seule façon de récupérer l'appartenance de nos corps, ça a été justement dans la sexualité, dans l'érotisme. Enfin, mais ça donnerait lieu à un autre débat. Oui, et j'espère que vous viendrez, parce qu'on va le prendre, ce débat. Vous me prenez toujours en otage. Mais il y a autre chose dont il a parlé sur le lien. Le lien, ce qu'il observe des différences des familles d'ici ou d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une autre façon de dire la tendresse chez nous.
Et même dans les vieux couples d'avant, la tendresse, il n'y avait pas les mots de la tendresse, mais il y avait les gestes. Hein. Donc voilà, je n'opposerai pas famille d'ailleurs et famille d'ici. Ce sont des façons différentes parce que ce serait opposer des cultures, ce serait opposer des visions du monde, des manières d'être au monde qui, à mon avis, bon, on va pas trop comparer. Maintenant, c'est vrai que sur la brutalité des gestes, je vous assure que dans d'autres familles aussi métropolitaines, il y a aussi parfois des gestes brutaux. Il y a des mots, en tout cas, qui sont dits que nous ne dirions pas. Donc voilà, j'aurais juste nuancé son propos, voilà, de deux, trois petits détails. J'aimerais avoir votre avis avant d'accueillir notre prochaine téléspectatrice ou téléspectateur, on verra bien. Sous la maternité précoce, quand même, Bruno s'est interrogé en disant est-ce que ce n'est pas une exposition des amours, parce que quand on est mère à 15 ans, 16 ans, et vous, c'était 17 ans, est-ce qu'il n'y a pas le risque de ne pas savoir aimer l'enfant? Quand vous avez eu votre enfant, de toute façon, on ne vous l'a pas gardé longtemps avec vous? Non, je l'ai eu 2 mois. 2 mois. 2 mois, et puis après, on vous a disqualifié pour... Pas disqualifié, on l'a... Non, je suis un peu cash, hein, mais... Oui, mais il fallait aller travailler parce que je ne vais pas soigner ton enfant pour toi. Donc, 17 ans élevé avec servante, je me retrouve à faire la servante en France. Hors de Martinique, chez un couple dont le mari est raciste. D'accord. Alors j'ai eu... la double peine, quoi, non? Oui, mais j'ai eu En plus, je venais de perdre ma grand-mère. Ouais. Donc je me retrouve déjà dans un pays que je ne connais pas. Je me retrouve dans une famille avec des enfants... Vous êtes allé en France pour le Bumidum, c'est ça? Non, ma mère a payé le billet. C'est-à-dire qu'elle avait une collègue qui avait des parents là-bas, bien placés. Mais voilà, ça s'est fait. Le pire, c'est que je ne savais pas que je partais en France. Mais est-ce que c'était pas fait aussi pour vous écarter Ah non, mais je pense que c'est... Parce que... quand j'ai parlé de... 17 ans, vous faites si maman est là, non, il faut... Mais quand j'ai parlé de déshonneur, c'était ça, hein. À l'âge de là où on apprend l'école... on fait les tidos. Ah oui, c'est un machin. Voilà, donc, je pense qu'en quelque part, c'est un reproche permanent parce que j'ai trahi, en fait, les ambitions. On avait de grandes ambitions pour moi. Et puis, je suis allée chercher un enfant. Donc, j'ai cassé les bras de la Sainte Vierge pour reprendre les propos des grandes personnes d'avant. D'accord. Donc, en quelque part, je pense que j'ai payé une erreur d'adolescence, d'avoir connu, d'avoir emmené un enfant dans la maison, quoi. Trop tôt. Trop tôt. Pour moi, c'est ça. Sur la précocité, je sais que vous avez travaillé là-dessus, que vous y connaissez particulièrement, Marilyn, sous la maternité précoce. Y a-t-il un risque quand on est mère à 17, 15 ans ou 16 ans, même un petit peu plus bas, d'être exposé à la difficulté d'aimer l'enfant? Parce que c'est jeune. À la difficulté d'être mère, tout court, bien sûr, parce qu'on est encore soi-même un enfant sur bien des points. Maintenant, il y en a qui y arrivent, hein. Encore une fois, soyons prudents dans les mots, mais c'est vrai que le risque est plus grand, parce qu'on est encore jeune, qu'on a encore envie de sortir, qu'on n'arrive pas encore, parce que devenir mère, il y a quelque chose de la mère qu'elle doit lâcher pour l'enfant, quand l'enfant est là. Et quand on est une adolescente, c'est compliqué de lâcher cette chose-là. Cette chose qui en soi n'est pas encore advenue non plus, qui n'est pas encore accomplie. Donc oui, il y a un risque. Oui, j'ai travaillé longtemps dans ces maternités précoces, dans des institutions avec des adolescentes qui étaient rejetées. Hein, Rejetées de leur famille. Rejetées de leur famille, mais dans la plupart des cas, quand l'enfant paraissait, il pouvait y avoir une réconciliation autour du berceau. Mais à ce moment-là, ce qui était interrogé, c'est la place que prenaient ces adolescentes près de leur bébé, parce que le bébé devenait le bébé de leur propre mère, finalement. Et très souvent, ces enfants appelaient leur mère, leur génitrice, de leur prénom, et la grand-mère maman. Donc je ne sais pas si vous voyez les glissements et les positionnements
Non, je vois bien. Sans entrer dans des grands mots, mais de quelque chose comme cela où, au bout d'un moment, la place était interpellée. La place de chacun, la place dans la généalogie, la place dans la génération. Et puis, voilà, ma grand-mère qui est ma mère, qui est ma maman qui est ma sœur. Ça vous rappelle pas un peu Rosette, ma grand-mère qui est ma mère, et je sais pas trop, je sais pas. Voilà, donc à un moment donné, ça peut créer un trouble, c'est pas automatique encore une fois, mais ça peut créer des confusions, des troubles, des questionnements identitaires, et qu'on porte longtemps en soi. Bien sûr. Merci. 71 27 07, soyez le ou la bienvenue. Bonsoir. C'est à vous. Grégory, c'est... Ah ben non, la personne n'a pas pu attendre. Elle va nous rappeler. Peut-être que vous souhaitiez réagir aux propos de Marilyn qui disait quand même que ça peut... poser des questions, d'être dans cette situation. Oui, c'est vrai qu'on se sent... Même quand on arrive à la maternité, on se retrouve avec des femmes plus grandes que nous. Plus grandes. C'est pas mal. Oui, plus grandes... qui sont légitimes, quoi. Quand t'es trop chaud, Timon May, à 17 ans, ou qu'à faire un Tiamay, on avait des leçons de morale. Les gens ne nous connaissaient pas, les gens ne savent pas, ils ne savaient pas par où on est passé, mais le fait de nous voir, tu as 17 ans, tu es là avec un bébé, ou pas même ça met tes couches là, faut que sage-femme l'envoie. On avait ça aussi à la maternité. En tout cas, à l'époque, c'était des couches en tissu, non? Il fallait apprendre à... Oui, voilà. Et on avait, et ça nous faisait culpabiliser. On avait déjà la famille qui nous rejetait. En plus, on arrive en milieu hospitalier, on tombe sur des adultes qui nous font le reproche. Et pourtant, elles ne font pas partie de notre famille, mais on était tellement à cette époque, on était d'une humilité, et on avait honte. Donc c'est pas comme maintenant là, vous allez dire à une jeune ça, maman dit fais prix, mais là on ravalait un petit peu son chagrin et tout, et on culpabilisait en fait. On se disait ouais, mais si elle me dit ça, c'est que vraiment j'ai fait honte à ma maman, j'ai fait honte à ma famille, j'emmène un enfant dans la maison, et on repart avec les propos entendus. Et ça, ce sont des choses qui vous marquent. Et, comme je dis, il faut vivre avec. Il faut vivre avec, et ça développe beaucoup de maladies. Oui. Ça, il faut en parler. Ces chagrins, ça développe des kystes, des dépressions, des démangeaisons. Et les médecins... Vous avez connu tout ça? Ah oui, mais opéré plusieurs fois. Et qu'est-ce que les médecins... Vos souffrances se traduisent par les kystes, par tout ce que vous avez. Parce que votre corps, il a mal. Et sa manière de se révolter, c'est ça. Et comment peut Marilyn traiter ce genre de somatisation dont parle si bien Rosette, ces souffrances qui se traduisent par des faits somatiques, des douleurs, des kystes? Il faut les aider à mettre des mots, les mots MOTS sur les mots, les mots MAUX. Il faut mettre des mots sur les mots. Ça prend du temps. Ce n'est pas non plus automatique. Surtout que, pour revenir à ce vous disiez des grossesses adolescentes, souvent, c'est pas par hasard non plus qu'une fille tombe enceinte à l'adolescence. Très souvent, comme dans votre cas, il y avait une recherche aussi d'être maman, de devenir enfin cette maman que vous n'aviez pas eue. Donc, les choses sont rarement de l'ordre du hasard dans la vie. Et quand on prend le temps de les interroger, on trouve des correspondances, on trouve des mises en sens, encore une fois. Non, il faut prendre le temps de mettre en mots, d'aider ces femmes à mettre en mots. Et les kystes, toutes sortes de choses, c'est toujours au lieu de la blessure, c'est toujours au lieu sexuel. C'est là que le corps parle aussi. C'est là que le corps se punit. Donc... non, il faut accompagner ces femmes. Maintenant, ce n'est pas évident de se faire accompagner non plus. Oui.
pousser la porte d'un psy, Fred, vous le savez bien, il faut beaucoup de courage, hein, C'est de devenu se un peu mettre plus à simple nu. maintenant. C'est devenu un peu plus C'est simple, devenu mais un il peu faut plus encore simple, du oui. courage pour se mettre Oui, un peu bien à sûr, nu bien devant sûr. un étranger. C'est juste un peu faire, c'est juste un peu faire une remarque. J'ai pas compris, mais... Je Oui. pense qu'il y a quelqu'un à Là, l'antenne. je pense qu'il y a Quelqu'un à l'antenne. Y a-t-il quelqu'un qui nous écoute et qui veut parler? Non, je crois qu'il y a une voix comme ça. Sommes-nous devenus... avons-nous des hallucinations auditives tous? Non, je n'aurais pas partagé comme ça au point. Non. S'il y a quelqu'un au 71 27 07, Grégory, je te remercie de la mettre en ligne pour échanger avec nous sur un sujet. Je vous rappelle le thème qui est effectivement difficile, je le reconnais, mais qui mérite un échange très vrai, très authentique. Alors, si je Le peux... sentiment où l'enfant mal aimé, des souffrances des enfants qui se sentent mal aimés, qui sont mal aimés. On en parle ce soir, oui. Oui, de si leurs parents. je peux ajouter aussi, je me rappelle bien que j'avais toujours une poupée. Oui. Et à cette poupée, je parlais, je faisais comme si c'était mon enfant, en fait. Et je me rappelle ma grand-mère qui disait, mais c'est pas entièrement Maïki là, c'est en popote. Et dès que je sortais de l'école, où j'avais ma poupée. Et je l'habillais, je la baignais, et je faisais comme une maman, effectivement, pour rejoindre ce que disait Marilyn. Alors, vous parlez tout à l'heure, Marilyn, en nous rassurant, parce que je sais que c'était pour nous rassurer, je connais bien pour ça, que c'était pas automatique. Finalement, l'amour, c'est pas quelque chose d'automatique, ça se construit, etc. Mais quid de l'instinct maternel? Parce qu'on est censé... On en parle, on dit qu'il y a un instinct maternel, quelque chose qui serait pratiquement inné et auquel on ne peut même pas échapper. Oui, dans la grande majorité des cas, c'est automatique. Quand on a eu soi-même, quand on a reçu de bonnes images, quand on a été contenu, quand la grossesse s'est bien passée, quand l'accouchement n'a pas été trop difficile, qu'on est accompagné. Donc, il y a quelque chose qui se met en place, oui, presque en mode automatique, mais c'est pas automatique pour tout le monde. Il y a des accidents. Il y a des accidents quand on a eu des tragédies dans sa vie, quand on a connu un abus sexuel. Voilà, la grossesse met en danger, peut venir à ce moment-là comme une pierre d'achoppement et mettre en danger quelque chose de l'espace psychique interne. Et c'est compliqué. Non, ce n'est pas automatique, cet instinct maternel. Quand les conditions sont réunies, bien sûr. Quand on a intériorisé une bonne image de mère, oui, ça match à un moment donné. Mais non, on n'est pas dans... C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes enceinte que d'emblée vous serez acculé à aimer cet enfant que vous portez. C'est pas automatique, c'est pas une obligation. Surtout si une grossesse se passe mal. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. D'accord. 71 27 07, bonsoir, c'est à vous. Cette fois-là, on n'est pas dans l'hallucination visuelle. Il y a bien quelqu'un. Bonjour. Votre prénom? Allô. Oui, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Cécile. Cécile. Alors, Marilyn, Patol-Marie, Rosette et moi-même, nous vous écoutons. Alors, j'aimerais savoir ce qu'on peut penser d'une maman qui est tout le temps en conflit avec le papa et qui dit souvent à l'enfant vous, quand vous formidable. Alors, on va reprendre parce que, Cécile, reprenez la question parce qu'on vous entend de façon assurée. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui. Je veux savoir ce qu'on peut penser d'une maman qui dit souvent allô. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y dans le téléphone. Qui dit souvent vos 400 forment à papa. Et il se trouve qu'elle est en conflit avec papa, justement. Donc, quand elle dit ça, ça génère quelque souffrance. Et j'ai tendance à penser, si elle est avec toi, et qu'elle me dit
Aïe, 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 la ligne est difficile. La ligne est difficile, mais on vous entend. Alors, Cécile, j'ai bien compris qu'il s'agit de vous, puisque vous avez dit à un moment, elle me dit. Donc, vous voulez savoir un peu. Alors, j'ai compris que c'était votre mère qui disait que vous ressembliez à La famille du père. À la famille du père, c'est ça? À la famille du père avec laquelle elle est conflit. Alors, Avec laquelle elle était en conflit. Donc, on va essayer, oui. Essayez de nous rappeler, Cécile, parce que Grégory essaie de voir comment on peut améliorer la communication téléphonique avec elle. Si, je ne te demande pas de faire des miracles, mon cher. De toute façon, les miracles, bon. Mais on a bien compris, hein, et ça arrive, c'est chaos. Cassam papa, ou bien, etc. Et c'est dit sous forme de reproche parfois. Oui, c'est dit sous forme de reproche, surtout quand on est en conflit avec le papa en question. En plus, alors. Mais qui ne l'a pas dit? Qui ne l'a pas dit de toute façon? Ah, tu ressembles à ton père, ou tu ressembles tu me rappelles ta mère dans ces moments-là. Ou qu'a fait qu'au moment où... Voilà, c'est pas très adroit. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est très maladroit. Comment l'enfant peut le prendre et l'enfant vous dit alors, c'est bien avec lui que tu m'as fait. Et l'enfant, à la limite, serait presque en droit de dire ça. Oui, ce sont des paroles parfois maladroites qu'on sort quand on est énervé. C'est le même mouvement qui fait que parfois on regarde l'enfant et qu'on se dit mais finalement il ressemble à un tel et c'est le membre de la famille là que j'aime pas trop. L'enfant me rappelle un tel. Donc voilà, nous rejoignons l'espace de projection dont je parlais tout à l'heure, qui font que entre l'enfant idéal, l'enfant fantasmé, l'enfant rêvé et l'enfant réel, il y a parfois un monde. Il y a parfois un monde. Et que justement ce lien, quand je parle de construction permanente, c'est qu'il faut parfois se dire, bon d'accord, il ressemble à son papa, le papa est parti, il m'a lâché, il m'énerve, mais bon, ça reste quand même mon enfant. Donc d'aller récupérer toujours quelque chose, quand il y a des moments de conflit, quand au moment des crises de l'adolescence, d'aller toujours chercher derrière ce lien pour pouvoir garder encore... ce lien d'amour. Cécile parlait certainement d'elle, hein, puisqu'elle a un moment dit me. Donc, je pense que Cécile a un âge, parce que sa voix laisse apparaître qu'il ne s'agit pas d'un enfant. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était haché. Hein. Oui, non, mais c'était quelqu'un qui devait au moins avoir un âge adulte. Ça veut dire en fait qu'on peut continuer à garder des traces de ce que vous appelez des maladresses. Ah, mais toute sa vie. Qui ne se souvient pas toute sa vie d'une réflexion très maladroite qui a procuré de la honte d'ailleurs, parce que on nous renvoyait au défaut fondamental de l'autre, ou ce qui était perçu comme le défaut fondamental de l'autre. Bien sûr qu'on garde ces mots durs. Mais est-ce que, parce que là, on est en train de se centrer inconsciemment sur les mères, mais elles ont besoin d'être aidées parfois. Est-ce que c'est pas aussi parce que ces papas, puisque ça va être aussi la fête des pères hein, dans quelques jours, ces papas ne sont peut-être pas suffisamment soutenants. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que c'est aussi le rôle du père que de soutenir la mère. Devenir mère, c'est un orage hormonal aussi. C'est une usure, c'est une fatigue. Ce sont des nuits, c'est l'allaitement qui fait mal. Voilà, c'est tout ce qui est autour. Et quand l'accouchement c'est pas bien passé. Donc, bien sûr que les pères doivent être contenants. Mais parfois les pères qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Les pères ont peur. Les pères... Une mère, dès qu'on lui annonce qu'elle est enceinte, elle se sent déjà maman. L'enfant, c'est un tout petit poids, ce sera maman. Les papas, il faut qu'ils aient le bébé dans les mains pour prendre conscience de ça. Mais je trouve que de plus en plus, les pères aujourd'hui essayent. Ils sont là. Ce qui, effectivement, dans les générations d'avant était moins fréquent, les papas sont là. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il faut aussi que les mamans leur laissent la place. Hein. Par contre, ça, notre invariant culturel, les mamans un petit peu louves que nous pouvons être, parfois on ne laisse pas trop les places aux papas. D'accord. On écoute notre téléspectatrice ou téléspectateur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Cariste. Cariste, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Oui, je voudrais seulement dire, pour être maman, il n'y a pas
Il n'y a pas de modèle. Hein. On le devient ou on ne le devient pas. Et quand même, aimer son enfant, moi je trouve que toutes les mamans aiment leur enfant. Hein. C'est vrai? C'est vrai ça? À des degrés différents. Différents, mais toutes les mamans aiment leurs enfants. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a l'environnement aussi des parents. Quand j'écoute Rosette, Oui. il y avait tout son environnement qui fait que, oui, quand on vit les uns avec les autres comme ça, parfois, il y a trop de monde, il y avait sans doute trop de monde autour d'elle. Quand je l'écoute et je ressens sa souffrance, mais il faut dépasser ça. Il faut vous aimer déjà vous-même. Et puis après, bon, le reste, votre maman, je sais pas. Mais aimer et une maman, parce que moi j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans. D'accord. Et après, j'ai eu une fille, mais j'ai eu tellement peur de mourir et de laisser ma fille, que ma fille souffre, que j'ai pris des décisions que je ne devais pas prendre. En fait, que je ne regrette pas, hein, mais je me disais, chaque année, je me disais, ma mère aura 37 ans, quand j'ai eu 37 ans, je dis, je vais mourir à 37 ans. Après, mon père, j'ai 33 ans, je dis, à 33 ans, je vais mourir. Mais je suis encore là. Vous comprenez, puis parfois, j'ai pris des décisions que, bon, pour pas qu'elle souffre, quoi. Et tout le temps, je lui disais, mais elle me dit, mais oui, mais moi, je veux mourir avant toi. Et je me suis tellement calquée sur ça que l'amour, je ne voulais pas lui donner trop d'amour non plus, mais j'ai tellement donné d'amour qu'elle n'a pas compris l'amour que je lui portais, mais en même temps, je ne voulais pas qu'elle souffre si je partais et tout ça. Et c'était une souffrance, quoi. Oui. C'est-à-dire que... Mais il y a tellement de facteurs qui font qu'une maman... j'aime mieux dire que les mamans, ce n'est pas vrai qu'une maman ne peut pas aimer son enfant. J'arrive pas à comprendre ça. D'accord. Cariste, voilà, vous n'avez... le papa. Oui, excusez-moi. J'ai bien... on va dire qu'ailleurs, ils sont pareils, mais on est particulier, les autres, c'est particulier. Hein. Oui, j'ai bien compris. Cariste, est-ce que vous permettez que... C'est la femme... je pense qu'elle ne m'entend... voilà, c'est pas mon enfant, bien je ne m'en occupe pas. Je pense que vous ne m'entendez pas, Cariste. Écoutez-moi bien. Oula. Voilà, excusez-moi. Vous disiez que vous n'arrivez pas à comprendre. Pour vous, c'est pas possible qu'une mère ne puisse pas aimer son enfant, c'est ça? Parce que vous avez dit au départ, vous avez dit toutes les mères aiment leurs enfants. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Oui, on ne peut pas ne pas aimer. On peut aimer. L'amour est universel. Ça dépend comment on aime. Oui, mais bon, les mamans, on parle des mamans. Vous me disiez que vous n'arriviez pas à comprendre qu'une mère ne puisse pas aimer son enfant. Oui, en fait... Pourtant, ça existe. En fait, l'amour d'une mère à son enfant, c'est sur tout le parcours de la mère ou de l'enfant. C'est tout son parcours. Mais quand on vit dans une famille et tout le monde est là autour de l'enfant, cercle fermé, des fois, on sait que parfois c'est le seul bébé qui est arrivé et tout le monde se projette sur cet enfant-là. Donc la maman elle-même ne trouve pas sa place. Et dit, mais si tout le monde est méchant, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien, je comprends. Voilà, alors parfois on se dit, maman, on ne même pas, c'est pas vrai. Ta maman, l'amour est tellement distribué dans le cercle de l'enfant que la maman elle-même ne trouve pas sa place. Et dit, mais tant mieux, mais je vois tant mieux. Mais elle ne se projette pas parce qu'il y a des gens il y a des femmes qui sont, je ne sais pas, qui n'ont pas... Et puis il y a des gens qui... J'aime pas qu'on dise que les femmes n'ont pas d'esprit maternel. On est tous
et des mamans, c'est vrai, des fois, je me dis, mais au-delà de la mort, ma mère me protège, ma mère, elle est encore là. J'ai cette sensation-là. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que nous apprenions à nous aimer nous-mêmes. Et puis le reste, vous savez, c'est pas important qu'une personne ne nous aime pas, quelle que soit la personne, ma mère, mon père ou je sais pas quoi. Ah bon? C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de s'aimer et essayer d'apprendre à respecter l'autre, à comprendre l'autre. D'accord. C'est ça le plus important, hein. C'est pas de dire que on m'a aimé, on m'a pas aimé. Moi, voilà quoi, on m'a aimé, mais moi, est-ce que moi j'ai aimé? C'est ça. Est-ce qu'elle a aimé sa maman? Ouais, mais est-ce qu'on... Il faut rien attendre de personne. Est-ce qu'on si ta maman ne t'a pas aimé, tu as l'impression qu'elle t'a pas aimé. Mais si toi tu l'as aimé, dites-moi que... il ne faut pas attendre d'elle, c'est donner sans rien attendre en retour. Est-ce qu'on peut donner... Quand on attend quelque chose de l'autre, impérativement on va souffrir. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Non mais là c'est moi qui vous pose la question. Nous sommes toutes des femmes. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu, Caris? Avec notre environnement. Elle est bavarde. Oui, monsieur Gaza. Oui, je vous disais. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Parce que vous disiez, oui, bah ouais, on n'est pas aimé, on peut aimer. Est-ce que c'est possible? Mais l'amour est universel. Mais je vous dis, je n'ai pas eu ma maman. Oui, c'est vrai ce que vous dites là. Parce que je n'ai pas eu ma maman, mais j'ai eu un père très aimant. J'ai eu un papa très aimant. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, j'ai reçu, comme je disais à mon frère cet après-midi, j'ai reçu de mon papa. Voilà. Donc, c'est très difficile. C'est très dur à... C'est une souffrance. Il faut que... Je l'entends, mais je vous aime. Il faut sortir de cela. Et puis, soyez heureux, la vie, elle est belle, quoi. Et puis, si ta mère n'est pas vraiment ma chère, moi, ma fille, elle est libre, hein, je l'ai laissée libre de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Voilà. Alors, sortez de cela et puis vivez votre vie. Vous avez des enfants, aimez vos enfants, et puis sortez de ça, amusez-vous. Très bien, c'est ce que je fais. Merci beaucoup, merci. Je vous aime, et puis, aimez-nous. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. À vous aussi, merci d'être venu. Sauf que l'amour. Allez, au revoir. Sauf que l'amour n'est pas. On peut pas décréter ça comme ça. C'est pas un décret comme. Non, c'est-à-dire c'est un vœu pieux. Un vœu Bien pieux. sûr, c'est un vœu pieux. C'est ce que nous aimerions tous avoir. C'est-à-dire que quand j'entends cette dame, elle a eu son père qui était un tuteur de résilience. Mais elle a perdu sa maman à l'âge de 5 ans. Donc, elle a pu idéaliser l'image de sa mère et intérioriser l'image d'une bonne mère. Ce n'est pas le cas de Rosette. Ben oui. C'est pas le cas de Rosette ou de personnes qui nous écoutent. Voilà, donc c'est pour ça que les généralités sont compliquées. Chaque cas, chaque souffrance mérite d'être entendue au point où elle est. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer. Tout dépend de la mère que nous intériorisons. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, quand elle dit, de toute façon, il faut aimer, et puis c'est pas grave, on lâche tout, aimer, est-ce que vous pensez qu'on puisse passer... On peut pas aimer si on n'est pas aimé. Hein. Moi, je j'ai pas la solution, j'ai pas la méthode. Si on est maltraité, je ne vois pas en face aimer, ce serait, de mon point de vue, ce serait une forme d'hypocrisie. Parce que j'ai quand même ce caractère qui fait que si je n'aime pas ou si je n'apprécie pas, je ne peux pas faire semblant. Donc je suis cash, je suis vrai. Et c'est vrai que ça gêne, ça pose problème à certaines personnes, mais je ne peux pas faire semblant. Je n'ai pas appris à faire ça. Et alors, si j'ai bien compris, vous avez résisté à cette souffrance. Mais je ne vous appuyez pour que ça fonctionne. Parce que je crois en l'avenir, parce que je crois que ça va vous paraître bizarre, mais ces souffrances m'ont forgé une carapace qui me permet de supporter d'autres épreuves. Parce qu'on se dit, si j'ai pu, à 17 ans, avoir un enfant,
avoir fait ce cas, parce que bon, on va pas étaler non plus, je suis Donc, pas de toute venue façon, on n'a pas le étaler. temps, il nous reste Voilà. plus que 2 minutes. Donc, je peux supporter autre chose, d'accord? Mais comme je dis, c'est une expérience individuelle. Quelqu'un qui n'a pas eu cette force de résister, je ne vais pas lui en vouloir. C'est pas parce que moi, bon, c'est vrai que j'ai ce caractère, je sais pas, je peux pas expliquer, mais devant l'atrocité, devant la douleur, j'arrive à résister. Et bon, mais comme je dis, ma souffrance, elle est en moi au quotidien. C'est ma coloc, ben on vit ensemble, quoi. Il y a des moments où je vais peut-être me dire, oula, je vais toucher le fond. Et puis il y a cette petite voix intérieure qui va venir me titiller. Il va me dire, mais attends, c'est quoi ton problème? Tu as eu tant d'épreuves que tu arrives à surmonter. Ressaisis-toi. Et bon, c'est vrai, on pleure, on est triste, des fois on a envie de voir personne, ou quelqu'un va nous parler, on aura une réaction violente. Et il faut savoir aussi à ce moment-là s'excuser, parce que la souffrance fait faire des choses aussi, des fois, donne des réactions qui nous-mêmes, on se dit, mais je ne suis pas comme ça. Pourquoi j'ai répondu ça? C'est pas moi, c'est pas ma nature. Donc, il faut aussi une remise en question permanente et puis faire son évaluation, c'est-à-dire se rappeler de là où on est sorti, son parcours, et puis la vie, elle est ainsi faite, quoi. Marilyn, peut-on faire le deuil de cet amour-là, s'il n'existe pas? Est-ce qu'on peut faire le deuil d'un amour parental, parce qu'on ne va pas rester aux mères, mais aussi au père? Est-ce qu'on peut vivre en se disant, il faut que j'apprenne à faire le deuil, mes parents ne m'aiment pas, et il faut que je m'en sorte? Un deuil ne se fait jamais à 100%. Oui. Le deuil, c'est un processus. Apprendre à vivre avec, c'est se dire, ça m'a manqué, j'essaie de me construire quand même avec ce manque-là, parce que c'est un manque qui ne peut pas être comblé. Maintenant, comme je vous ai dit, après, tout dépend de ce que nous rencontrons dans notre histoire, des rencontres, des personnes qui peuvent nous porter quelque chose. Maintenant, il reste toujours au fond du cœur une nostalgie de ce vide, autour de ce vide-là, une nostalgie de ce qui n'a pas été. Mais elle peut être destructrice, cette nostalgie, parce que parfois, vivre nostalgique peut nous amener à être mélancolique. Oui, mais ça peut créer des authentiques mélancolies, oui. Il y en a qui s'en sortent, encore une fois. Oui. Et il ne faut pas consulter quand même quand on est dans cette situation. Oui, quand on est dans cet état de douleur, il vaut mieux consulter, parce que autrement, souvent, ce que nous constatons au niveau de la clinique, c'est qu'il y a des stratégies de compensation et qui peuvent rentrer dans toutes sortes d'addictions au plus loin. Hein. Mais on essaie de compenser. Nous sommes des êtres humains avec nos failles d'êtres humains. Quand on entre dans cette mélancolie, oui, il vaut mieux consulter, parce que c'est un poids sur l'âme. Très bien. C'est un poids sur l'âme. Merci beaucoup, Marilyn, d'être venue, d'avoir été aussi précise. Merci, Rosette, d'avoir comme ça nous avons permis de partager avec vous ce moment de votre existence. On note tout de même qu'on peut s'en sortir. Vous êtes un exemple vivant. Marilyn, en tant que praticienne, psychologue, clinicienne, nous a fait comprendre et suffisamment bien qu'on peut s'en sortir lorsqu'on se sent mal aimé ou qu'on soit mal aimé de ses parents, parce qu'il y a aussi parfois chez nous quelque chose de l'ordre du ressenti. Merci beaucoup d'être venu. On va dire merci à Jocelyne, Bruno, Cécile, Cariste et surtout à Grégory qui a assuré la réalisation technique de notre émission. Je vous souhaite une très bonne fin de nuit. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain.